Bonjour, je m'appelle Jennifer Richard, je suis écrivain. J'habite à Berlin depuis quelques années. J'ai passé beaucoup de temps à Paris et je suis d'origine normande par mon père et guadeloupéenne par ma mère. Et je suis passionnée bien évidemment par la littérature, par l'histoire et par la politique. Et c'est pour ça que la plupart de mes romans ont de plus en plus un thème politique et historique qui ont besoin d'une trame romanesque. Mais voilà, j'écris en particulier pour me décharger d'une sorte de colère citoyenne, de plus en plus. C'est vrai que vous avez un livre qui vient de sortir, en fait, il y a à peu près un mois, Le chemin de la liberté. Je sais que vous avez habité aux États-Unis. Est-ce que c'est votre parcours aux États-Unis qui vous a inspiré à écrire ce livre, qui se base aux États-Unis aussi? C'est étonnant parce que je ne pensais pas que vous alliez me parler de ce roman qui en effet est sorti il y a très peu de temps et sur lequel je n'ai pas encore eu l'opportunité de communiquer, donc merci beaucoup, Oh, je suis ravie. Oui, oui, bien sûr, c'est-à-dire que je suis en effet américaine, pas seulement parce que je suis née aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont des citoyens accidentels. Moi, j'ai une culture américaine qui est quand même légère parce que j'ai vécu très peu de temps là-bas, mais j'y suis beaucoup allée. Et surtout, je suis née là-bas parce que mes parents voulaient absolument vivre aux États-Unis et voulaient que leur enfant soit un citoyen américain. Donc, j'ai quand même un lien politique vraiment avec les États-Unis. Et l'opportunité de ce livre m'a été donnée par l'éditrice d'Albin Michel Jeunesse, qui avait envie de diversifier un peu les protagonistes des collections jeunesse. Et Booker T. Washington, qui est le protagoniste de ce livre, Le chemin de la liberté, est un personnage que j'ai déjà évoqué dans Il est à toi ce beau pays. Et c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur parce qu'il permet d'étudier non seulement une histoire des États-Unis très, très forte et très douloureuse, mais il permet aussi de se poser des questions philosophiques plus que sur l'esclavage, sur la liberté. Donc c'est un livre qui est très important pour moi parce qu'il permet de définir les contours d'un concept qui est manié, je trouve, un peu trop facilement et de manière un peu légère. Et la liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on peut entendre dans les débats politiques sur liberté, esclavage, droit de faire ce qu'on veut, liberté d'expression. Et ça m'a permis de mener une vraie réflexion sur ce thème. C'est vrai qu'on n'entend pas, j'avais pas pensé à cet aspect-là de parler de ce que signifie en fait la liberté, au-delà de être libre et réaliser qu'on est libre et que en fait il y a vraiment un choix et puis c'est pas seulement d'aller travailler, de subvenir à ses besoins directement. Oui, parce qu'en fait, la liberté a changé de sens au fil des siècles. La liberté, jusque, jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, dans l'Empire romain, la liberté, ça venait d'un mot qui évoque les liens qu'on peut tisser les uns avec les autres. C'est-à-dire vraiment un citoyen, un père, une mère, enfin voilà, un être, une personne, euh, et la capacité d'interagir sans entrave et sans tutelle. C'était ça la liberté au départ. Et puis, ça s'est transformé en quelque chose qui ressemble plus à un mode de vie lié à la liberté d'action. Et moi, cette définition m'intéresse beaucoup moins parce que je la trouve assez superficielle. Elle est politique. C'est une définition qui a une importance dans la société. Mais en tant qu'être humain, ce qui est important, c'est de savoir qu'on n'a pas de tutelle, qu'on est tous libres intrinsèquement et qu'on ne doit dépendre de personne, ni de l'État, ni des parents, ni d'un mari ou d'une femme. C'est vraiment ça la liberté. Donc j'ai axé mon livre de manière peut-être un peu anachronique sur cette première liberté qui est les relations avec les autres et donc la responsabilité. Être libre, c'est aussi être responsable de ses actes. Et ça, c'est important parce que c'est pas que des droits, c'est aussi des devoirs. Et je pense que Booker T. Washington l'a très bien compris. Donc, ma démarche est anachronique, mais parce que j'ai senti que chez cet homme, il y avait ça. Quand on a été esclave et que tout d'un coup, du jour au lendemain, on vous déclare quelqu'un d'autre, vient vous déclarer, maintenant vous êtes libre, ça veut dire vraiment plein de choses. Je ne pense pas que la première chose qui vous vient en tête, c'est je fais ce que je veux maintenant. C'est tout ce que je vais faire de ma vie sera de ma responsabilité. Je décide de tout, donc je suis responsable de tout. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vertigineux aussi. C'est pas uniquement du plaisir et de la légèreté, c'est très très grave d'être libre. Et on doit toujours avoir ça en tête dans des pays démocratiques. Si on est libre, on ne doit pas dépendre de la tutelle de qui que ce soit, ni de l'État. Mais j'ai vu aussi que vous avez sorti un autre livre un peu plus tôt en 2021.
Est-ce que ça a été difficile pour vous d'écrire? Parce que j'imagine que vous écrivez ces 2 livres en même temps, non? S'il y en a un qui est publié début 2021, fin 2021, ou c'est quoi votre processus d'écriture? Le livre que vous évoquez, c'est Le Diable parle toutes les langues, qui est sorti en effet en janvier de 2021, mais qui devait sortir en mars 2020, et pour les raisons que vous pouvez imaginer, il a été grandement décalé. Donc c'est un livre que j'avais écrit, que j'ai terminé il y a 1 an et demi, je crois. Donc il n'y a pas eu de chevauchement, j'ai pu vraiment me concentrer à un livre après l'autre, mais ce qui me permet quand même d'être dans une continuité, et ce qui aurait pu me permettre d'écrire peut-être les deux en même temps, c'est que de toute façon, je m'attache un peu au même thème, qui est toujours cette relation entre le citoyen et l'État, entre la personne libre et les formes d'autorité qui essaient de la servir. En fait, c'est vraiment mon thème principal depuis quelques livres, ce qui fait qu'il n'y a aucun décalage et il n'y a aucune aliénation d'un livre à l'autre, pour l'instant. Ok. Comment expliqueriez-vous ce thème qui revient, en fait, depuis quelque temps dans vos livres? Alors, c'est vraiment un cheminement qui n'est pas terminé, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris, je me documente énormément, donc j'apprends des choses. Et j'ai l'impression, livre après livre, livre que je lis après livre que je lis, je veux dire, non pas que j'écris, j'ai l'impression de devenir de moins en moins candide. Et alors, c'est difficile parce que je me dis, plus j'apprends de choses, plus je suis déçue par la vie dans nos États occidentaux. Et ça a commencé par ma recherche pour Il est à toi ce beau pays. Puisque au tout début, j'ai découvert dans le guide du routard, quand on était à New York avec mon mari, un petit texte sur un pygmée qui s'appelait Ota Benga et qui avait été exposé aux eaux du Bronx. Et je voulais au départ écrire la vie de cette personne qui a une vie absolument incroyable et pénible et très violente. Et en faisant des recherches, j'ai découvert la colonisation du Congo par Léopold II, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert, par extension, j'ai découvert l'histoire de la colonisation de l'Afrique centrale, puis de l'Afrique tout court, vraiment de tous les pays d'Afrique de manière différente et tout aussi brutale à chaque fois. Et en même temps, je lisais les articles de journaux dans les pays colonisateurs, c'est-à-dire la façon dont on présentait ces actions en France, en Belgique et en Angleterre. Et je n'en revenais pas de découvrir à quel point on avait menti. On mentait à la population à ce moment-là pour justifier toutes ces campagnes et qui nécessitaient beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'hommes. Et en fait, ça a été une révélation pour moi de voir que tout ça était mensonge. Et j'ai fait des analogies avec le temps présent en me disant, mais en fait, ça continue. En fait, on continue les guerres et avec les mêmes motifs, les mêmes actions sur place, et la population des pays colonisateurs ou des pays néocolonisateurs est toujours la même. C'est-à-dire qu'on pense toujours bien faire, nous, en tant que citoyens de ces pays colonisateurs, on pense toujours que c'est pour le bien des gens sur place, qui en fait n'ont rien demandé. Et en fait, ça a vraiment changé complètement mon état d'esprit. Moi qui étais une citoyenne assez respectueuse de l'ordre et de l'autorité politique, j'ai complètement changé de position. Et je suis devenue anarchiste, en fait. Donc voilà, donc ça a changé complètement mon positionnement dans la société, et ce qui fait que c'est très difficile à vivre, mais voilà, je l'assume, et maintenant j'écris aussi pour me décharger de ce poids, parce que c'est difficile d'apprendre des choses mais de ne pas les lire dans les canaux officiels. Il est difficile de se conformer quand on se rend compte que, en fait, se conformer à ces politiques, même dans les pays dans lesquels on vit, où on est bien, des fois, nous-mêmes, on est un peu dans une cage, en fait. Tu sais, je ne sais pas comment vous... Est-ce que, dans ce que vous avez dit qu'ils mentent aux gens dans la population de ce pays, est-ce que vous pensez que nous, maintenant, on est dans le white savior, mais bon, on n'est pas tous white, mais on fait partie de ce mouvement, qu'on le veuille ou pas. Oui, on fait partie plus ou moins, c'est-à-dire qu'on peut être conscient. On a un pouvoir
Alors, avant toute chose, moi, voilà, je vous dis, je suis anarchiste, je suis une sorte d'anarchiste parce qu'il y a quand même, c'est une réflexion que je mène en permanence sur la société idéale et je ne suis pas encore décidée. J'ai encore beaucoup de choses à lire, à expérimenter, mais disons que je précise ma pensée au fil des années. Avant tout, je suis heureuse d'être née en Occident. Je suis née aux États-Unis, j'ai grandi dans les territoires d'outre-mer français, puis à Paris, et j'ai une vie très confortable en tant qu'occidentale. Donc, évidemment, c'est facile pour moi de dire tout ça. Je reconnais qu'on a des chances que d'autres pays n'ont pas. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que si on a cette chance-là, quand on est né en Occident, quand on y vit, c'est que ça a un coût. Et c'est pas forcément nous qui payons ce coût, c'est d'autres populations qui sont à l'autre bout du monde qui le paient pour nous. Donc c'est pas gratuit de vivre confortablement. Et c'est pas gratuit, ça se paiera peut-être même chez nous un jour. Et il faut en avoir conscience. En fait, rien n'est gratuit. C'est-à-dire ce confort matériel, il vient pas de nulle part. Donc moi, j'essaie d'en avoir conscience. J'essaie de me détacher le plus possible de l'emprise matérielle des choses, de la consommation et de la production. J'essaie de payer le moins d'impôts possible pour avoir le moins d'impact possible sur les politiques qui sont menées. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas un combat. Hein. J'ai une vie confortable, encore une fois, donc je suis pas une combattante. Je suis plutôt une intellectuelle qui vit très bien. Mais j'essaie juste de voir les choses et de discuter avec les gens qui s'intéressent à la politique, à l'histoire et à la littérature, qui est un très bon vecteur. Donc voilà, avoir conscience des choses et puis ne pas se laisser diviser, ne pas laisser les journalistes à la botte du pouvoir nous diviser, nous les citoyens, parce qu'en fait on a une force incroyable si on est conscient des choses. Donc, j'entends un peu dans votre discours aussi, est-ce que vous diriez dans cet anarchisme, il y a aussi un peu d'anticapitalisme qui est en train de s'installer ou dans vos... Bien sûr, mais ça fait, je pense qu'on l'a entendu des centaines de fois, c'est un mot qui peut agacer certaines personnes parce que ça fait 200 ans qu'on a ce discours, mais je pense qu'il n'est pas démodé. Je pense que l'anticapitalisme, pour autant, n'est pas démodé parce que la croissance matérielle continue. On a vécu une période, enfin, on vit une période complètement folle là depuis 2 ans, qui s'inscrit dans une période qui est déjà folle depuis très longtemps. C'est une période de croissance matérielle qui est complètement délirante et qui nous coupe vraiment des choses essentielles, des choses les plus belles, je trouve, de la vie. Et on n'a même pas on n'a même pas saisi l'occasion de changer les choses. Donc moi, je suis très amère de voir qu'on va continuer comme avant de produire, de consommer, et ça sert à rien de multiplier la consommation en mettant une étiquette verte dessus. En fait, ça change rien de planter des éoliennes, des panneaux solaires, des ruches sur les toits des supermarchés, tant qu'on continue de consommer autant. Et bon, enfin, voilà, tout ça est assez cliché ce que je vous dis, mais je pense que si on pouvait en avoir conscience tous les jours, ça serait pas mal. Donc oui, un anticapitalisme et un antiproductivisme de manière générale. Parce que le dialogue, le fossé entre droite et gauche, entre communisme, capitalisme, politique, je pense, n'a plus tellement lieu d'être. Ça paraît un peu... enfin, c'est la génération de nos parents, de l'après-guerre, en fait. Donc, ce sont des mots qui ont été un peu galvaudés. Mais j'en vois pas tellement de nouveaux pour concurrencer cela. La chef du Parti vert ici au Canada, on a eu un débat il y a quelques semaines et elle disait qu'il fallait en fait d'arrêter avec les partis politiques, etc., et qu'il fallait se mettre ensemble pour le changement climatique, d'arrêter de se lancer des attaques et de se mettre ensemble pour en fait l'avenir. Vous voyez, c'est donc en fait j'entends un peu quelque chose comme ça dans votre discours où se mettre Est-ce qu'elle a ensemble été, pour elle a été entendue? Est-ce que du coup les autres partis se sont ralliés? non, non, c'est en plus elle l'a dit pendant le débat politique. Donc forcément, les gens sont plus occupés à s'attaquer qu'à vraiment trouver des solutions pour les problèmes qu'on est en train de vivre ou que la population. Vous voyez, c'est plus comment gagner des votes que qu'est-ce qu'on va vraiment faire. Donc, à la fin de la journée, Rien n'a changé. non, et rien va Oui, changer. ouais, mais c'est pareil en France et en Allemagne. Et moi, je crois pas du tout qu'on puisse
s'orienter vers un changement de mode de vie, parce que là, il faut un changement anthropologique plus que politique. Et je ne pense pas qu'il faille s'en remettre au pouvoir politique et attendre quelque chose de ces partis pour révolutionner le mode de vie de l'humanité. En fait, je pense qu'il faut vraiment, là, il faut arrêter de faire confiance et reprendre le pouvoir. Et tant qu'on ne peut pas reprendre le pouvoir de manière coordonnée, parce qu'on n'est pas d'accord sur les mouvements et sur justement ces sociétés idéales qu'on a en tête, le faire individuellement et se retirer. En fait, se retirer comme l'a fait Tolstoï. Il s'est retiré de la société, il a vendu ses terres, il a libéré ses serfs, et il est parti, il a fait une ferme. Et comme Thoreau l'avait fait aux États-Unis, et c'est ça, se retirer dans les bois le plus possible, dans la mesure du possible, et avec les capacités qu'on a. Ce qui est dommage, c'est que, comme vous savez, parce que ça c'est vraiment partout pareil, à l'école, malheureusement, on n'apprend pas à planter des légumes, on n'apprend pas à faire une maison, on n'apprend pas l'électricité, on n'apprend pas les rudiments des choses vraiment importantes en fait. Et on nous empêche d'être autonomes. Et je pense qu'il faudrait chacun qu'on regagne un petit peu d'autonomie et qu'on se détache le plus possible du pouvoir. Et c'est la seule condition, c'est la seule façon dont on pourra atteindre le respect de la planète, je pense. Et moi, je vois que vous avez écrit 6 romans et vous avez aussi écrit 2 livres pour enfants. Et qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans l'écriture pour enfants qui vous a amené à écrire 2 livres, si je ne me trompe pas? C'est Oui, le tout tome à 1 fait. et le tome 2, c'est ça? Oui, et le tome 3 apparaître en début d'année prochaine. Et ça va être Timothée. Oui, exactement. C'est la trilogie Timothée Pacap. C'est une démarche. Alors, encore une fois, je rends hommage à mon éditrice, chez Albin Michel Jeunesse, parce qu'elle est venue me trouver. Je n'avais pas pensé spécialement à écrire pour la jeunesse, mais elle m'a proposé de créer un personnage qui aurait des origines africaines ou antillaises, mais dont la problématique ne serait pas du tout raciale. Et j'ai beaucoup aimé cette démarche parce que ma question, ma problématique, comme vous l'avez compris, n'est pas du tout racialiste ou féministe. En fait, c'est pas du tout mon propos. Et j'aurais pas été tellement intéressée par l'écriture d'un roman antiraciste. Au contraire, moi, ma façon d'exister et de prendre ma place en tant que femme euh, métisse, c'est ça, c'est que je peux tout à fait narrer l'histoire d'un petit garçon qui serait guadeloupéen et ça n'a aucune importance. C'est avant tout un petit garçon de 10 ans qui vit ses aventures d'enfant avec ses copains et j'ai aimé cette démarche. Donc voilà, je lui ai dit oui tout de suite avec plaisir et j'ai écrit cette trilogie et il n'est pas du tout question de ses origines, à part que puisqu'il est guadeloupéen, il va faire découvrir son île à ses camarades, et là, on va découvrir la Guadeloupe comme on découvrirait en France n'importe quelle région, la Bretagne, la Corse. Et moi, c'est une façon de parler d'une terre qui m'est très chère, mais d'un point de vue culturel. Non, mais c'est léger aussi. Tout ne revient pas tout le temps à OK, ça arrive parce que il existe en tant que personne, pas forcément en tant que OK, c'est une personne noire, c'est une personne ci, c'est une personne ça. C'est quelqu'un qui vit. Exactement. Et est-ce que vous avez trouvé difficile de s'adapter au langage pour enfants? Oui, C'est différent, hein, le travail pour écrire un roman, puis écrire pour des enfants de 8 ans et moins. oui, j'ai trouvé ça très difficile. Et j'ai beaucoup retravaillé le texte, en fait, plus que pour les adultes, parce que la littérature généraliste pour adultes, bon, maintenant je suis habituée. Après, on a chacun son style et mon style ne convient peut-être pas à tout le monde, mais pour les enfants, c'est différent parce qu'il ne faut pas avoir un style trop marqué. L'idée, c'est pas de montrer qui on est en tant qu'auteur au jeune lectorat. L'idée, c'est de prendre ces enfants par la main et de leur raconter une histoire. Et on a envie qu'ils viennent tous vers l'histoire, sans qu'ils se disent oh quel style ou oh quel grand auteur. Enfin, c'est pas du tout le même enjeu. Et c'est un peu une école de l'humilité, je trouve, parce que justement, on doit se débarrasser de tout ce qu'on pense être spécifique à nous pour être universel. Et c'est vraiment très difficile de parler à tous les enfants, d'essayer d'avoir de l'humour avec un langage qui soit compréhensible, mais pour autant pas forcément simpliste.
Et trouver la bonne balance entre les deux, ça a été assez dur. Donc, mon éditrice m'a beaucoup aidée, encore une fois, pour trouver le langage, en me disant parfois, bon, certains mots sont compliqués, parfois, on ne peut pas faire des ellipses comme ça, on ne peut pas passer d'une situation à une autre sans expliquer pourquoi, parce que l'enfant, il veut tout savoir. Il veut vraiment comprendre pourquoi tel personnage se trouve dans telle pièce alors qu'on ne l'a pas emmené. Enfin, et ouais, en termes narratifs, c'est vraiment intéressant. Et ça aide aussi à construire différemment après la littérature pour adultes, parce qu'on se dit, on ne prend pas les choses pour acquis comme avant. Donc ça a été une belle expérience pour moi et j'espère que c'est pas terminé. Donc, vous dites que ça vous a donné des pistes nouvelles pour l'écriture pour adultes aussi. Oui, exactement. Oui, ça fait réfléchir. On se dit, l'important, c'est le récit. C'est pas, il faut disparaître derrière son récit. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des auteurs en tête dont j'aime vraiment le style et qui sont reconnaissables par leur style. Et puis, il y a d'autres romans qui sont reconnaissables par la force du propos. Un livre comme Le Zéro à l'infini d'Arthur Koestler, c'est pas tellement le style qui me vient en tête, c'est vraiment son propos. Encore une fois, sur la liberté. Même au fin fond d'un cachot, le personnage parle de l'odeur de l'océan, le sentiment d'océanéité. Je me dis, ça, c'est un concept magnifique qui n'a pas besoin d'être enrobé par des mots, par un style. Et voilà, l'écriture pour la jeunesse, je pense que ça permet de faire le tri, en fait, entre ce qui est superflu et ce qu'on a vraiment envie de dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres livres pour enfants après ça ou J'aimerais bien continuer la trilogie, enfin faire une autre trilogie Timothée Packer, parce que je me suis vraiment attachée à ce personnage. Et en plus, tous ses amis sont inspirés de petits-enfants de ma famille, donc j'aimerais bien continuer de les faire vivre. J'aimerais bien les emmener dans d'autres territoires que j'aime beaucoup. Et puis, oui, si je peux écrire d'autres biographies ou éventuellement faire d'autres livres pour les adolescents, ça serait vraiment intéressant. Donc oui, j'y pense. Le problème, c'est que, comme je vous dis, c'est difficile. C'est vraiment, même si les livres sont plus courts que les livres que j'écris pour adultes, c'est vraiment un autre travail, une autre disposition. Et j'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire pour les adultes. Donc c'est juste une question d'agenda. Et vous avez écrit votre premier roman, Bleu Poussière, en 2007. Et est-ce que, je veux dire, avant d'écrire ce livre, est-ce que vous avez toujours eu l'idée d'être auteur? Ouais, j'ai toujours voulu être écrivain, toujours. Depuis que j'ai commencé à lire toute seule, sans l'aide de mes parents, j'ai été absolument émerveillée par le pouvoir de signification des lettres, vraiment. Et ça me passionne encore aujourd'hui. Voilà, ouvrir une page et voir ces signes qui, qui, qui composent une histoire. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Je trouve que c'est magique. Et toute petite, je me suis dit, je veux faire ça, je veux écrire, je veux raconter des histoires. Et j'avais fait un petit livre à 7 ans, j'avais constitué un livre avec des histoires absolument niaises à souhait, mais bon, c'est rigolo de le voir aujourd'hui. Avec les jouets, les peluches, enfin bon, toutes ces choses un peu bêtes. J'ai toujours voulu faire ça. Et il y a aussi autre chose qui m'intéressait, c'est l'autonomie. L'autonomie du mode de vie, c'est-à-dire que on est chez soi, on est au chaud. Alors voilà, le confort et l'autonomie, si vous voulez, voilà, ça résume un peu ma façon de vivre. Surtout, ne dépendre de personne. Et c'est pas tant pour ne pas avoir de patron, parce que c'est pas ça en soi qui me gêne, la discipline, mais ne pas m'insérer dans une production, un mode de production auquel je n'adhère pas. Et j'ai oublié de préciser dans ma présentation que j'ai longtemps travaillé pour la télévision. Je le fais encore un petit peu, je fais quelques missions sur certains documentaires en tant que documentaliste. Donc je recherche les images d'archives qui composent les documentaires. Mais j'ai pas fait que du documentaire, j'ai fait beaucoup d'émissions de divertissement. Et en fait, pour moi, maintenant, de plus en plus, ces émissions-là, ce sont des passages entre les pubs. Et j'adhère pas à ça, comme vous l'avez compris. Donc c'était pénible à la fin pour moi de continuer d'être dans cette espèce d'économie de marketing en permanence. Et l'écriture, ça permet de s'extraire de tout ça. Ça permet pas de gagner beaucoup d'argent d'écrire, mais voilà, je réduis. J'ai préféré réduire mes dépenses au fil du temps
le plus possible pour avoir à gagner le moins d'argent possible. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un impact le plus proche de zéro possible sur Terre. Et en fait, vous parlez justement euh, de livres que vous avez toujours aimé lire et lire toute seule. Et je me demandais, en fait, pendant le salon du livre, on a une discussion. Et c'est à propos des e-books et de l'audiobook. Et est-ce que pour vous, lire un livre sur votre téléphone ou si, je ne sais pas si vous écoutez des livres des fois, est-ce que pour vous, c'est la même chose que de lire le livre, de l'avoir dans les mains? Euh, je n'ai pas l'habitude d'écouter des livres, mais c'est vraiment une question d'habitude, à mon avis. Je pense que ça doit être très plaisant quand on y est habitué. Je lis aussi des livres sur ma liseuse, mais je me rends compte que j'ai moins de, je retiens moins les titres et les propos des livres que je lis sur la liseuse. Bon, c'est vraiment une disposition du cerveau. Donc, j'ai encore les livres papier à l'ancienne et tant que je suis chez moi, je continue. En voyage, je prends ma liseuse et peut-être que j'écouterai des livres. J'écoute beaucoup d'émissions. J'écoute énormément d'émissions historiques à la radio et des livres. Et j'en ai écouté qu'un. C'était Les Misérables de Victor Hugo. J'ai vraiment aimé ça. Donc, il faudrait que je m'y mette plus souvent. Ouais. Parce qu'on se demandait, est-ce que c'est le même rapport au livre? Est-ce que lire le livre avec avoir la version papier, est-ce que c'est le même rapport avec juste le lire sur l'ordinateur et ne pas l'avoir prêt? Donc, on avait ce questionnement qu'on va avoir avec des gens. Je pense que ça va être le 31, mais je me suis dit, je vais poser la question aussi. Ouais, c'est intéressant. Mais pour vous, quel est ce rapport-là, papier ou à l'écoute? En fait, j'ai déjà écouté des livres parce que quand on conduit, mon copain, lui, il aime bien écouter les livres. Donc, j'ai fait cette expérience, mais ça dépend des livres et de qui lit. Et je lis le e-book aussi. C'est pas la même chose, mais c'est pratique. C'est toujours, tu sais, j'ai toujours mon téléphone avec moi, donc c'est pratique. Je l'ai toujours avec moi. J'ai pas à me dire, oh, j'ai oublié mon livre aujourd'hui. Donc, ça, c'est pratique, mais je vous avoue que j'aime avoir les livres. Mais ce que je fais, c'est que j'achète des livres deuxième main. Je les achète pas neufs en général. J'essaie d'acheter deuxième main, à moins que ce soit un nouvel auteur ou tu sais, la personne est trop nouvelle pour que ça soit deuxième main. Ouais. Mais sinon, j'essaie quand même d'acheter des livres deuxième main. Pour, Bah oui. Oui, non, mais je comprends, c'est vraiment cher les livres aussi. oui. Ouais, ouais. Moi, j'essaie de les acheter soit deuxième main, mais parfois il y a des traductions. Enfin, oui, non, justement, c'est marrant parce que les livres dont je me suis servi pour mes recherches sont tous des livres. Ont tous été des livres, même plus que deuxième main, c'était des livres de bibliothèque qui ont vraiment souffert et des livres qui n'ont même pas été traduits en français, donc j'ai récupéré dans des vieilles bibliothèques aux États-Unis parfois. Mais pour moi, alors ça n'a pas d'importance. En effet, que le livre est un peu été malmené, tant qu'il est lisible et qu'il ne tombe pas en mille morceaux, ça m'est égal. Mais j'aime bien avoir un livre, j'adore le ranger dans ma bibliothèque. Voilà, c'est mon petit trésor à chaque fois, c'est un petit plaisir en plus. Juste l'avoir et peut-être le relire un jour aussi. Ouais, exactement. Mais oui, si vous trouvez quelque chose qui vous marque, c'est bien de l'avoir près de vous aussi. Parmi tous les livres que vous avez écrits jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez un préféré? Oui, mon préféré, c'est. Alors, mon préféré, c'est celui qui n'est pas sorti et que je viens de terminer, Ok. qui est la suite de Il est à toi ce beau pays. Là, il est en relecture chez mon éditeur en ce moment. En fait, Il est à toi ce beau pays, pour tout vous dire, c'était voué à être une seule fresque de 1500 pages. Pour des raisons logistiques, j'ai pas pu tout écrire d'un coup parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé Les Tatouages au pays, j'habitais encore à Paris. Je travaillais encore beaucoup, beaucoup pour la télévision et j'ai pas eu le temps de tout écrire. Donc je me suis dit, je vais écrire une première partie que je vais essayer de faire publier parce que je changeais d'éditeur. C'était vraiment très compliqué à l'époque. Il n'était pas évident qu'un éditeur accepte ce livre qui faisait initialement 900 pages, seulement la première partie. Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu la confiance d'un éditeur que je suis allée démarcher.
Donc voilà, donc Il est à toi ce beau pays était mon livre préféré, et je trouve là que la suite que je viens d'achever est encore plus originale. Il y a une démarche nouvelle que vous découvrirez dans un certain temps. Vraiment, je suis assez contente d'avoir pu dire ce que j'avais à dire. J'ai l'impression d'avoir vraiment, ça fait donc 5 ans que j'étais sur ce projet, et il me semble que j'ai tout dit de ce que j'avais noté, de ce que j'avais en tête, de ce que j'ai compris, et de ce qui m'a choqué. Donc je suis satisfaite de ce point de vue. Est-ce que c'est les mêmes recherches que vous avez utilisées pour le premier livre et le deuxième, ou est-ce qu'il y a eu des ajouts, il y a eu d'autres... Oui, alors en partie, puisque comme au départ j'avais l'intention de faire une fresque d'un seul tenant, j'avais déjà toute la documentation nécessaire. J'avais même fait un plan, un sort de storyboard sur une grande planche d'1,50 m de long, sur laquelle j'avais vraiment fait ma frise chronologique et la vie de tous mes personnages pour m'y retrouver. J'avais coché vraiment les dates avec tous les événements que je devais traiter. Et tout ça, j'avais déjà une grosse partie de la documentation pour le premier tome. Sauf que pour le deuxième, la spécificité narrative, que je ne peux pas encore vous révéler, mais cette spécificité narrative fait que j'ai dû lire une vingtaine de biographies supplémentaires, et qui m'ont apporté tellement de choses, en fait. Pareil, d'un point de vue de la perspective historique, de lire la biographie d'Abraham Lincoln, celle de Che Guevara, la biographie de Saddam Hussein ou de Jean Jaurès. Enfin, c'était extraordinaire, en fait. Je me suis vraiment fait plaisir pendant ces recherches. J'ai une bibliothèque où, avec mon mari, on a tous nos livres, tous les livres qu'on aime, qu'on lit au fil du temps. Puis moi, j'ai ma petite bibliothèque aussi, où lui aussi d'ailleurs. On a chacun notre petite bibliothèque de recherche, et là, la bibliothèque prenait une place folle, et je me disais, mais comment je vais faire pour avoir encore un peu de place si je dois lire encore une biographie. Donc oui, ça a été, oui, j'ai dû lire, je sais pas, une 50aine de livres. Bon, ce qui est pas énorme, hein. Flaubert affirmait qu'il avait lu 2000 ouvrages pour écrire Salammbô, donc j'en suis loin, mais bon, j'ai essayé de retenir une partie de chaque livre à chaque fois, et c'est pas mal déjà. Est-ce que, avec les biographies que vous avez lues, est-ce que certains des personnages ressemblent à certaines de ces biographies que vous avez lues, certaines de ces... Pardon, il y a un mot que j'ai pas entendu dans votre question, ça a sauté. Avec toutes les biographies que vous avez lues, est-ce qu'il y a des personnages qui sont inspirés, par exemple, de Abraham Lincoln, ou des personnages qui sont inspirés de Che? Non, c'est eux-mêmes. Ah, C'est c'est eux-mêmes. eux. Oui, c'est eux-mêmes qui interviennent dans l'histoire. Donc, c'est eux-mêmes. En fait, depuis Il est à toi ce beau pays, et puis ensuite avec ce livre qui est sorti en janvier, Le diable parle toutes les langues, Le chemin de la liberté qui vient de sortir chez Albin Michel Jeunesse, puis l'année prochaine, la suite d'Il est à toi ce beau pays, tout est vrai. Je m'écarte très peu de la réalité, je m'écarte de la réalité uniquement dans les dialogues, et je m'écarte de la réalité, mais à mon grand regret, quand la réalité est trop incroyable. Par exemple, je me permets de juste donner ce petit exemple, même si le livre n'est pas encore sorti, mais Ota Benga, le pygmée, qui est le personnage d'Il est à toi ce beau pays, donc est une personne qui a existé, dont j'ai essayé d'écrire la vie, mais il y a un événement que j'ai pas pu raconter, parce qu'en fait, après avoir perdu toute sa famille lors du pillage de son clan, il retourne au Congo quelques années plus tard, il renoue des liens, il se remarie, il a des enfants, et de nouveau, sa famille est massacrée. C'est terrible, mais en fait, c'est trop. Dans la fiction, si c'était une vraie biographie, je l'aurais bien évidemment dit, mais dans un roman, en fait, c'est trop. Et les seuls moments où je m'écarte de la réalité, c'est horrible, hein, mais c'est pour l'atténuer. Donc à aucun moment je n'ai fait du sensationnalisme, pardon. À aucun moment j'ai voulu accentuer ce qui existait, parce qu'il y avait déjà trop de choses. Donc j'ai dû gommer la réalité pour que ça passe en termes de narration romanesque. Donc quand vous lirez ce livre, voilà, dites-vous que tout est vrai au minimum. C'est-à-dire que si la réalité est autre, elle est bien pire que ça. Donc voilà. Et en fait, j'avais une autre question.
Vous avez vécu aux États-Unis, donc j'imagine que vous êtes bilingue. Et est-ce que vous lisez en français et en anglais aussi, je me dis? Est-ce que pour vous, c'est important de lire un livre qui a été écrit en français, un livre qui a été écrit en anglais, ou est-ce que les traductions sont... vous faites confiance aux traductions? Je fais plus ou moins confiance aux traductions, mais alors je suis parfois déçue. Alors oui, je suis bilingue, mais il faudrait vraiment quand même. J'aimerais écrire en anglais, par exemple. Donc dans la mesure où là, à l'heure actuelle où je vous parle, là, je pourrais pas tout de suite écrire en anglais. Donc c'est en ça que je suis pas 100% bilingue. Pour ça, il faudrait, je pense que je m'immerge pendant quelques semaines à parler anglais et à lire uniquement en anglais pour activer cette partie du cerveau. Mais je lis beaucoup en anglais, en effet, et j'ai pas pu comparer. J'ai jamais pris un livre en français avec enfin en anglais et puis avec sa traduction en français pour voir si c'était fidèle. Je sais qu'il y a des traductions que j'aime pas. Je me dis c'est pas possible que l'auteur ait dit ça en fait. Et puis je vois la façon dont il a pu le dire et je m'étonne que le traducteur ait fait certains choix. Donc oui, oui, dans la mesure du possible, je lis dans la langue. Bon, après, je vis en Allemagne, mais j'ai pas encore je n'arrive pas encore à lire en allemand, à part des choses assez faciles, voilà, des graphic novels ou des livres pour grands adolescents. Mais les romans, la grande littérature allemande, malheureusement, je n'y arrive Pas pas en encore. allemand. Pas en allemand, hein. Ça viendra. Ah, ça doit être tellement bien de pouvoir lire dans toutes ces langues. Ça doit être super de pouvoir parler 5, 6 langues, c'est incroyable. Ouais. J'aimerais pouvoir lire en espagnol. Parce qu'il y Mhm. a tellement d'auteurs assez incroyables qui ont écrit. Mais je les ai lus en français, mais j'aurais aimé pouvoir lire les mots de l'auteur. Vraiment. Je me dis que ça doit être différent, l'expérience de... Mais c'est sûr, ouais. Mais vous êtes bilingue aussi, vous, français-anglais, et vous Oui. parlez une autre Écrire, langue? oui, Ah, écrire. bah oui, mais c'est important. Ouais. Non, j'ai vécu en Haïti, donc oh, Vous êtes d'origine haïtienne? oui, oui. Euh, et je pense que c'était tout pour mes questions. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est de vos livres. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou... euh, ouais, j'ai posé la question. Excusez-moi, je vérifiais. Euh, non, j'ai pas de questions. J'aimerais un jour participer à votre salon en vrai, si on pouvait, si un jour on pouvait avoir cet entretien avec en chair et en os, ça serait vraiment super. Parce que enfin, je remercierais Blaise évidemment, qui nous a mis en contact, et je trouve ça vraiment super. Toutes ces démarches, les salons du livre, c'est aussi ce qui fait que même si on est tous un peu sauvages en tant qu'écrivain, on aime bien être chez nous, comme vous avez compris, on aime bien notre petit confort, mais c'est important de parler avec des humains de temps en temps, soit des lecteurs, des libraires, enfin toutes les personnes qui font vivre ce secteur et qui sont passionnés de littérature, parce que c'est pas juste parler de nous. C'est sympa de parler de nous, mais on a aussi envie de savoir qui est le lecteur et quel univers il a pour se projeter dans les livres qu'on écrit. Donc c'est des échanges qui sont importants aussi pour pas justement se renfermer sur notre petite personne. Mais est-ce que pour vous, ça a été être en confinement, est-ce que ça vous a aidé à écrire ou... Oh oui, 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 mais alors ça a été formidable parce que donc la suite d'Il est au beau pays a été un travail, mais vraiment très très lourd. Ça m'a pesé. C'est donc un projet donc, sur 5, 6 ans qui était lourd. Donc, années pendant lesquelles j'ai écrit Le Diable par toutes les langues et puis les livres jeunesse. Donc j'ai énormément travaillé et j'aurais pas pu travailler aussi assidûment 10 heures par jour tous les jours si j'avais eu la visite de mes proches, de ma famille, de mes amis, si j'avais pu me déplacer, partir en vacances. En fait, avec mon mari, on est resté enfermés. On allait se promener, parce qu'on n'a pas été confinés à Berlin, donc on a eu la chance de pouvoir quand même tout le temps faire des promenades en forêt. Mais on a énormément travaillé et j'ai pu terminer ce tome 2 en un an. La rédaction, je veux dire, vraiment juste la rédaction en un an. Ce qui aurait été impossible autrement. Donc, je m'en suis servi comme ça, en fait. Si vous voulez, le confinement
le confinement, toutes ces mesures de restriction de déplacement, je me suis dit, je vais en prendre mon parti. Disons que ça va être un stage, en fait. C'est un genre de résidence d'écriture forcée. Et c'est comme ça. Tant mieux, je vais prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et puis quand on pourra de nouveau voir les gens qu'on aime, on en profitera. Donc voilà. Est-ce que pour vous, vous vous êtes donné une discipline, à cette heure-ci, je fais ça, à cette heure-là, je fais ça, ou Ah, vous n'avez même pas idée. Je suis militaire, moi. Je suis une grande malade, mais au point que je m'en suis vraiment, je me suis mis une pression sur les épaules absolument dingue. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive. Alors au début, c'était tant de pages par jour, après c'était tant d'heures, ensuite il fallait que j'écrive un chapitre, 2 chapitres par semaine. Et puis en fait, ça m'a rendu complètement dingue. À un moment, j'ai été tellement stressée, je me suis dit c'est pire que quand j'étais à Paris à travailler pour des émissions avec un rythme d'enfer. Donc je me suis dit, il faut arrêter ça. Maintenant, on va travailler pour l'instant 4-5 heures par jour. Le reste, je lis. Parce que la lecture, c'est souvent du travail. C'est pas, les titres ne sont pas toujours du loisir. Mais j'essaie d'alléger et surtout, j'essaie de laisser une grande place à la promenade. Voilà, il faut aller marcher, ça c'est très important. Donc je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport. Je nage aussi, ce que la ville de Berlin permet. Mais voilà, une hygiène de vie, voilà, comme je vous dis, sans impact écologique, mais la vie la plus saine possible, intellectuellement, physiquement. Voilà. mais waouh, parce que est-ce que vous avez fait ça avec tous vos livres? Vous donnez écrit un certain nombre de pages, un certain nombre de chapitres. Mais en fait, oui, je fais ça avec ma vie entière, en fait. Il fallait que, dès que j'ai quelque chose à faire, moi, en fait, c'est comme un post-it qui est écrit, qui est là, dans ma tête, et qui s'agite, et tant que la tâche n'est pas accomplie, il y a le post-it qui s'agite, et ça me stresse. Donc, je travaille là-dessus en me disant, voilà, j'ai un certain nombre d'années sur Terre, je vais essayer d'en faire les années les plus sereines possibles, et les mieux remplies, les plus intelligemment remplies, mais le stress n'a pas sa place là-dedans, donc je travaille là-dessus pour me dire chaque jour doit être un jour avec du travail, de la relaxation, de la contemplation, et ça va mieux parce que oui, j'ai écrit tous mes livres à ce rythme-là. Tous mes livres, tout le travail que je fais quand j'étais intermittente pour la télévision, le sport, enfin tout est une pression si vous voulez. Donc voilà, c'est un travail sur le temps, sur la gestion du temps interne d'un être humain. Et qu'est-ce que vous diriez ou quel conseil est-ce que vous donneriez à des jeunes auteurs, des gens qui veulent commencer à écrire? J'ai envie de leur dire à la fois écrivez, hein, ne vous découragez pas, et d'un autre côté, essayez d'avoir un plan B quand même. Essayez de... Non, parce que c'est un milieu difficile, hein, c'est vraiment un milieu difficile. En fait, déjà, si on n'est pas un héritier, si on ne fait pas partie des personnes, des rentiers de ce monde, il faut réduire ses besoins. Il ne faut pas espérer qu'avec des livres, on va gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez être riche, allez vendre des voitures ou des téléphones, faites autre chose, jouez au loto, je ne sais pas. Mais écrivez parce que vous avez des choses à dire, en fait. Surtout, c'est ça. Et si vous avez des choses à dire, ne renoncez jamais à les dire, même si ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marchera jamais, mais ça sera dit. Ça sera, voilà, votre parole sera inscrite quelque part. Et je pense que si vous avez vraiment quelque chose à dire, ça sortira. Maintenant, il y a Internet, au pire, même si on n'a plus d'éditeur, on peut de toute façon se manifester. Donc, voilà. Et puis lire aussi. Ne pas oublier de lire, surtout quand on veut écrire, il faut lire, et il faut regarder des films, il faut voir comment les autres racontent les histoires, comment les autres partagent leurs idées. C'est toujours important de jamais penser qu'on est le seul à avoir l'idée et qu'on est le meilleur pour l'exprimer. Super, merci beaucoup. Merci.